Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Animal Discover. Aujourd'hui on va découvrir un serpent, donc forcément les personnes qui ont peur des serpents, j'imagine que vous n'avez pas cliqué sur la vidéo. Donc on va découvrir le Xenopeltis unicolore, qui est en français plus couramment en nom commun si vous voulez. C'est le serpent arc-en-ciel. Donc c'est un serpent qui est vraiment aussi mystérieux que magnifique, parce qu'il a une capacité avec ses écailles iridescentes qui reflètent la lumière, ce qui fait penser un peu à un arc-en-ciel sur un joli panel de couleurs. Mais tout ça, on va le découvrir dans la vidéo après le générique. Concernant sa morphologie et son apparence, le Xenopeltis unicolore, plus communément appelé serpent arc-en-ciel, est une espèce unique en son genre. Réputé pour ses écailles hautement iridescentes qui captent et diffractent la lumière, produisant un effet chatoyant aux couleurs de l'arc-en-ciel, cette caractéristique fait de lui l'un des serpents les plus spectaculaires du règne animal. Bien que son éclat ne soit visible que sous certaines conditions lumineuses, ses écailles lisses et brillantes sont adaptées à un mode de vie fouisseur, réduisant les frictions avec le sol lorsqu'il s'enfuit sous la litière forestière. Ce serpent possède un corps allongé et cylindrique, mesurant généralement entre 1 m et 1 m 30, bien que certains spécimens puissent atteindre les 1 m 50. Son corps est relativement robuste, avec une tête légèrement aplatie et peu distinctive du reste du corps, ce qui lui permet de s'enfouir efficacement sous le substrat. Ses yeux sont petits et dotés de pupilles rondes, une adaptation typique des espèces nocturnes qui privilègent un mode de vie discret. La coloration de son dos est brune uniforme, tandis que son ventre est blanc ou crème, un contraste qui rappelle certains serpents aquatiques, mais qui, dans son cas, lui sert plutôt à se camoufler dans le milieu forestier. Malgré son apparence impressionnante, le serpent arc-en-ciel est totalement inoffensif pour l'homme, étant non venimeux et préférant fuir plutôt que d'adopter un comportement agressif. Lorsqu'il est menacé, il utilise une stratégie de défense originale, que nous verrons d'ailleurs après. Il se tord dans tous les sens violemment en agitant son corps de manière désordonnée, ce qui, combiné au reflet iridescent de ses écailles, peut troubler certains prédateurs et lui donner le temps de s'échapper. En gros, il fait un peu semblant d'avoir une crise d'épilepsie. Habitat et aire de répartition. Le Xenopeltis unicolore est un serpent strictement terrestre qui affectionne les milieux tropicaux et subtropicaux où règne la chaleur et l'humidité. Il est principalement présent en Asie et Asie du Sud-Est, couvrant un vaste territoire allant de la Thaïlande, du Vietnam, jusqu'aux îles de l'Indonésie et des Philippines, en passant par la Malaisie, Singapour, le Cambodge et le Laos. Bref, plein de super pays à visiter. On le retrouve également dans certaines provinces du sud de la Chine, notamment dans la région de Guangdong et de Yunnan. Son habitat de prédilection comprend une variété de biotopes humides et ombragés avec une préférence marquée pour les forêts tropicales denses où la couverture végétale épaisse lui fournit une protection naturelle contre ses prédateurs. Les zones marécageuses ou les plaines inondables où il peut facilement trouver des proies dans le sol humide. Les prairies et les cultures agricoles, notamment les rizières et les plantations de palmiers à huile qui lui offrent une abondance d'abris et de nourriture. Les zones semi-urbaines où il peut parfois être observé dans les parcs, jardins ou terrains en friche, bien que ses mœurs discrètes le rendent difficile à être observé. Contrairement au serpent arboricole qui évolue dans les arbres, le serpent arc-en-ciel passe tout son temps et toute sa vie d'ailleurs, où il s'enfuit souvent dans la litière de feuilles mortes, les troncs en décomposition ou même dans le sable humide. Il est particulièrement actif après la pluie, période durant laquelle il quitte ses cachettes souterraines pour chasser et explorer son territoire.
Son adaptation aux sols humides et meubles en fait un fouisseur efficace, utilisant ses muscles puissants pour s'enterrer rapidement en cas de danger. Contrairement à certaines espèces de serpents qui creusent activement, le Xenopeltis unicolore préfère s'infiltrer dans les fissures naturelles ou des cavités déjà formées. Cette capacité à vivre caché lui permet d'éviter de nombreux prédateurs, bien qu'ils soient parfois les proies de rapaces nocturnes ou d'autres serpents plus imposants. Bien que son aire de répartition soit vaste, il reste peu étudié dans son milieu naturel, notamment en raison de son mode de vie discret et nocturne. Il est cependant classé comme une espèce peu menacée, bénéficiant d'une large distribution et d'une certaine tolérance aux perturbations humaines, bien que la déforestation et l'expansion agricole pourraient à long terme impacter les populations locales. Mais bon, fort heureusement, cet animal prospère et c'est très bien pour ce serpent. D'autres espèces n'ont malheureusement pas cette chance. Mœurs et vie sociale. Le Xenopeltis unicolore est un serpent solitaire et nocturne, préférant éviter la lumière du jour et limitant ses interactions avec d'autres individus de son espèce. Actif principalement à la tombée de la nuit, il profite de l'obscurité pour explorer son territoire en quête de nourriture tout en minimisant les risques d'être repéré par ses prédateurs. Doté d'un tempérament discret, il passe la majeure partie de la journée enfoui sous terre ou caché sous des branchages, ne quittant son abri qu'en cas de nécessité. Ce comportement fuisseur lui permet non seulement d'échapper, comme je le disais avant, à ses prédateurs, mais aussi de réguler sa température corporelle en restant dans un environnement frais et humide. À la différence de certaines espèces de serpents plus grégaires, il n'a pas de comportements sociaux marqués, évitant généralement tout contact avec congénères en dehors de la saison de reproduction. Il ne défend pas de territoire et n'a pas de comportement agressif, sauf s'il est directement menacé. Et si cet animal est acculé, il va préférer choisir de s'immobiliser ou de fuir discrètement. Et si vraiment il se fait attraper, il va essayer la technique que je vous ai présentée en début de vidéo, c'est-à-dire qu'il va essayer de se tortiller dans tous les sens et faire que les reflets lumineux étonnent l'adversaire pour qu'il puisse s'enfiler discrètement. Sinon, il a aussi une autre technique, c'est de se faire passer pour mort et de dégager une odeur nauséabonde, ce qui va décourager quelques prédateurs. La reproduction. Le Xenopeltis unicolore est un serpent ovipare, ce qui signifie que les femelles pondent des œufs pour assurer la reproduction de l'espèce. La saison de reproduction a généralement lieu durant la saison humide, lorsque les températures sont élevées et que l'humidité ambiante favorise l'incubation des œufs. Après l'accouplement, la femelle cherche un endroit sûr pour pondre ses œufs, souvent dans un terrier abandonné, une crevasse ou un amas de végétation en décomposition où l'humidité et la chaleur naturelle aident au développement des embryons. Elle pond en moyenne 6 à 10 œufs, bien que ce nombre puisse varier selon la taille et l'âge de l'individu. Contrairement à certaines espèces de serpents qui surveillent et protègent leurs pontes, le Xenopeltis unicolore n'apporte aucun soin parentaux à ses œufs. Une fois pondus, ils sont laissés à eux-mêmes et leur éclosion dépend entièrement des conditions environnementales. Après environ 60 à 70 jours d'incubation, les jeunes serpenteaux, parce qu'un bébé serpent s'appelle un serpenteau, émergent déjà parfaitement formés et autonomes, prêts à se lancer dans la vie active. Dès leur naissance, ils affichent la même coloration brune et iridescente que les adultes, bien que leurs éclats soient moins prononcés. Ils mesurent environ 20 cm de long et commencent immédiatement à chasser de petites proies pour survivre. Leur croissance est relativement rapide au cours de leurs premiers mois de vie, bien qu'ils restent particulièrement vulnérables aux prédateurs durant cette période. Le Xenopeltis n'a pas de saison de reproduction type dans l'année, il peut se reproduire à n'importe quel moment, du moment que les conditions climatiques lui sont favorables. Après, il faut savoir que le taux de naissance, de survie des petits est assez faible, étant donné qu'ils ont pas mal de prédateurs. C'est un serpent prédateur, certes, mais il se situe plutôt dans la classe moyenne. Il a beaucoup plus de prédateurs que lui n'est un prédateur pour de petites proies. La longévité d'un Xenopeltis unicolore est encore mal connue dans la nature, principalement en raison de son comportement discret et de la difficulté à suivre les individus sur une longue période. Toutefois, les observations en captivité permettent d'estimer son espérance de vie entre 8 et 12 ans lorsqu'il est élevé dans des conditions optimales, à l'abri des prédateurs et bénéficiant d'une alimentation régulière. À l'état sauvage, sa durée de vie pourrait être plus courte, notamment en raison des nombreux dangers qui pèsent sur lui. Parmi les principaux facteurs limitant sa longévité, on retrouve le point que je souligne un peu beaucoup dans cette vidéo, la prédation, notamment par les rapaces nocturnes ou les varans ou certains mammifères carnivores. Les conditions environnementales qui influencent directement sa capacité à se nourrir et à se reproduire, la destruction de son habitat, notamment due à la déforestation et l'urbanisation croissante en Asie du Sud-Est,
Le commerce illégal d'animaux exotiques, bien que peu fréquent car son apparence unique suscite parfois de l'intérêt des collectionneurs. Malgré ces menaces, l'espèce ne semble pas en danger critique et reste relativement abondante dans les régions où elle est présente. Grâce à son mode de vie discret, sa capacité d'adaptation, Xenopeltis versicolor, ce petit serpent arc-en-ciel, arrive encore à prospérer dans de nombreuses régions, mais la clé de sa survie reste la préservation de son milieu naturel, comme pour la majeure partie des espèces. Du coup, quels sont ses prédateurs? Enfin, on sait quels sont ses prédateurs, mais attardons-nous plutôt sur savoir qui sont-ils vraiment. Donc parmi ses principaux prédateurs, on retrouve les rapaces nocturnes, les hiboux et chouettes comme le grand-duc malais, Bubo sumatranus, possédant une excellente vision nocturne et un vol silencieux qui lui permet d'attaquer les serpents sans être détecté, les varans, des lézards carnivores comme le varan de Malais, Varanus salvator, sont connus pour s'attaquer aux serpents qu'ils repèrent grâce à leur langue fourchue hypersensible aux odeurs, qu'on appelle une langue bifite. Les mangoustes, donc pas les mangoustes comme dans le roi lion, mais une autre espèce de mangouste. Certaines espèces de mangoustes comme la mangouste crabière, Herpest urva, sont immunisées contre le venin de certains serpents et n'hésitent donc pas à s'attaquer aux proies non venimeuses comme Xenopeltis. Les mammifères carnivores. Alors ça, c'est plutôt des prédateurs opportunistes comme le chat léopard. Prionellurus bengalensis peuvent occasionnellement attraper de petits serpents s'ils en croisent sur leur passage. Opportunistes donc. D'autres serpents, et oui, il a un certain nombre de prédateurs, comme vous le voyez. Certains serpents, comme les couleuvres ou pythons, pratiquent l'ophiophagie, le fait donc de manger d'autres serpents, et peuvent voir Xenopeltis comme une proie potentielle, ou même le célèbre cobra royal, qui lui préférera des serpents de plus grande taille d'ailleurs. Quelle est son alimentation ? Le Xenopeltis unicolore est un serpent carnivore qui se nourrit principalement de petits vertébrés et invertébrés qu'il capture en chassant au sol et en fouissant dans la litière forestière. Mais que mange-t-il exactement ? Les petits rongeurs, souris, petits rats et autres mammifères à taille réduite, les amphibiens, grenouilles, crapauds vivant dans son habitat tropical, les reptiles, de petits lézards parfois même comme d'autres serpents ou même des sinques, les oisillons et des œufs. Il peut s'attaquer à des nids d'oiseaux nichant au sol, qui est une très bonne opportunité pour lui, et les invertébrés. Même s'il préfère la viande, les vertébrés, donc, il peut occasionnellement manger de gros insectes ou des vers lorsqu'il est jeune et donc de petite taille, ce qui sera des proies plus adaptées et très riches pour lui. Comment chasse-t-il ? Le Xenopeltis est un serpent constricteur, qui signifie qu'il n'utilise pas de venin pour tuer ses proies. À la place, il attrape avec sa mâchoire et les immobilise en s'enroulant autour d'elles pour les étouffer avant de les avaler entièrement. Technique d'approche discrète, il progresse lentement sous les feuilles et la terre, utilisant une excellente camouflage pour surprendre ses proies. Une attaque rapide donc, lorsqu'il repère une proie, il bondit avec une grande précision et l'attrape immédiatement avec sa gueule. Constriction efficace, contrairement aux pythons qui serrent puissamment leur proie, le Xenopeltis les maintient fermement jusque celles-ci cessent de bouger, puis les avale la tête la première. Son régime alimentaire varié en fonction de son âge et de sa taille. Les jeunes individus consomment principalement de petits invertébrés et des lézards, tandis que les adultes chassent des proies plus grandes comme des rongeurs ou des amphibiens. Ce mode de chasse fait que Xenopeltis unicolore est un prédateur essentiel dans son écosystème afin de réguler les populations de proies et de petits animaux. Classification taxonomique et étymologie. Comme toujours, un petit screenshot du tableau de classification de l'espèce pour une lecture plus détaillée si vous le souhaitez. Et maintenant que vous avez eu l'occasion de lire ces quelques lignes, on va passer à l'étymologie, donc l'origine de son nom. Le nom scientifique de cette espèce, Xenopeltis unicolore, vient du grec xeno pour étranger et peltis pour écaille, en référence à son apparence particulière, soit donc étranges écailles. Unicolore vient du latin, ce qui signifie une seule couleur, ce qui peut sembler paradoxal au premier abord étant donné la description que je vous ai faite de cette espèce. En réalité, cela fait référence à son corps uniforme, généralement brun foncé ou noir, malgré les reflets colorés sous la lumière. Découvert au début du XIXe siècle, il appartient à la famille des Xenopeltidae, une famille qui ne compte que très peu d'espèces. Sa beauté unique et sa rareté en font un spécimen très étudié dans le monde de l'herpétologie. Mais parlons un peu de ceux qui ont découvert et décrit cette espèce.
Gaspard Georg Karl Reinward était un botaniste, chimiste et géologiste allemand, surtout connu pour son travail en Indonésie lorsque celle-ci était sous domination néerlandaise. Né en 1773 ou 1773 si vous préférez, en Prusse, actuelle Allemagne, il fait ses études en chimie et en histoire naturelle avant d'être envoyé par les Pays-Bas dans les Indes orientales néerlandaises, aujourd'hui l'Indonésie. Reinward est le fondateur du jardin botanique de Bogor en Indonésie et a étudié la faune et la flore tropicale pendant plusieurs décennies. Il a collecté et décrit de nombreuses espèces animales et végétales, notamment des reptiles et des amphibiens, ce qui l'a conduit à identifier le genre Xenopeltis en 1827. Il a décrit plusieurs espèces sous des noms aujourd'hui obsolètes, mais qui ont contribué à l'évolution de la classification du serpent arc-en-ciel, notamment Xenopeltis leucocephala Reinward en 1827 ou Xenopeltis concolor aussi en 1827. Ces noms ne sont plus valides aujourd'hui, mais ils montrent que dès le XIXe siècle, la morphologie de Xenopeltis unicolor intriguait les scientifiques. Mais il n'y a pas que lui qui est en cause dans la découverte de ce serpent et surtout sa description. Il y avait aussi Friedrich Bois, mais Friedrich Bois quoi? Non, je plaisante. Donc Friedrich Bois était un zoologiste ornithologue allemand qui s'est spécialisé dans la classification des reptiles et des oiseaux. Né en 1789, il a apporté d'importantes contributions à la taxonomie des serpents en décrivant et en renommant de nombreuses espèces découvertes par d'autres explorateurs, dont Reinward. C'est lui qui a officiellement attribué le nom scientifique définitif de Xenopeltis unicolor en 1827 en se basant sur les spécimens collectés par Reinward. Bois est également connu pour avoir décrit plusieurs autres serpents dans des espèces de couleuvres et de vipères. Son travail en taxonomie a été crucial pour l'organisation moderne de l'herpétologie. Herpétologie qui est l'étude donc des reptiles. Existe-t-il d'autres sous-espèces ou d'autres espèces du genre Xenopeltis? Actuellement, le genre Xenopeltis comprend deux espèces valides. Xenopeltis unicolor Reinward en 1827, c'est l'espèce la plus connue et la seule longtemps reconnue. Elle est répartie dans la grande partie de l'Asie du Sud-Est, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines. Et il y a aussi Xenopeltis hainanensis, décrite récemment en 2015. Elle vit principalement sur l'île chinoise de Hainan et présente quelques différences morphologiques avec Xenopeltis unicolor. Son crâne et certaines caractéristiques des écailles la distinguent de son cousin plus largement répandu. Les anciens noms scientifiques de cette espèce invalident. Au fil des ans, plusieurs taxonomistes ont décrit Xenopeltis sous différents noms, mais ceux-ci sont désormais considérés comme des synonymes ou des erreurs de classification dont je vous partage la liste à l'écran actuellement sans trop m'y attarder, étant donné que le latin n'est pas si facile à prononcer, mais ça, je pense que vous l'avez remarqué. En résumé, seules deux espèces sont aujourd'hui reconnues scientifiquement dans le genre Xenopeltis. Xenopeltis unicolor, espèce principale la plus répandue, et l'autre espèce, Xenopeltis hainanensis, espèce récemment découverte donc en Chine. Pourquoi n'y a-t-il pas plus d'espèces dans ce genre? Le Xenopeltis est un serpent assez mystérieux, souvent difficile à observer à l'état sauvage en raison de son mode de vie discret. Il est probable que d'autres serpents existent, mais elles n'ont pas encore été décrites. Des analyses génétiques modernes montrent cependant que les Xenopeltis unicolor est génétiquement homogène, ce qui signifie qu'il y a peu de variations significatives dans les populations connues. Cela pourrait expliquer pourquoi il n'a pas été divisé en plusieurs sous-espèces, malgré sa vaste répartition géographique. On pourrait même appeler ça des localités d'ailleurs. Cohabitation avec les humains. Le serpent arc-en-ciel est un reptile inoffensif pour l'homme, dépourvu de venin et peu agressif. Il n'a aucun intérêt à s'attaquer aux humains et préfère fuir lorsqu'il est découvert plutôt que d'adopter un comportement défensif. Son mode de vie discret et son activité nocturne réduisent considérablement les interactions avec l'homme, ce qui fait que beaucoup de personnes vivant dans son aire de répartition ignorent totalement son existence. Dans certaines régions, il est parfois confondu avec des serpents venimeux en raison de sa couleur sombre et de son apparence lisse, ce qui peut conduire à des mises à mort inutiles par peur ou par superstition. Pourtant, le Xenopeltis joue un rôle important dans l'écosystème en régulant les populations de rongeurs et d'insectes. D'ailleurs, les serpents venimeux aussi au passage. Le principal danger est plutôt que le Xenopeltis unicolor, qui subit la destruction de son habitat naturel en Asie du Sud-Est, la déforestation massive, liée à l'expansion agricole, l'exploitation forestière et l'urbanisation, réduit progressivement la zone où ce serpent peut se cacher, chasser et se reproduire. Parlons maintenant du folklore et de la pop culture.
Bien que Xenopeltis unicolore ne soit pas aussi célèbre que certains grands serpents mythologiques comme le naga que j'aime souvent citer dans mes vidéos, mais Thaïlande oblige, son apparence unique lui a tout de même valu une place dans certains récits et croyances locales. Dans plusieurs régions d'Asie du Sud-Est, où il est observé de manière sporadique, ce serpent est parfois perçu comme une créature mystique. Sa peau iridescente, qui semble changer de couleur selon l'angle de lumière, a suscité des croyances autour d'un serpent caméléon au pouvoir surnaturel. Dans certaines traditions thaïlandaises et indonésiennes, on raconte que les serpents brillants sont des messagers des esprits de la forêt, symbolisant la transition entre le monde visible et le monde de l'invisible. D'autres récits évoquent un serpent rare apportant chance et prospérité à ceux qui le croient, tandis que d'autres y voient un présage de pluie, de fertilité, faisant un parallèle avec l'arc-en-ciel qui lui précède souvent les averses tropicales. En littérature et dans le cinéma, contrairement aux cobras et aux pythons, qui ont largement été représentés dans la culture populaire à travers des films, et des romans et des documentaires d'ailleurs, le Xenopeltis unicolore reste relativement méconnu du grand public. Néanmoins, son apparence unique a inspiré des artistes et écrivains spécialisés en créatures fantastiques. Son éclat métallique et sa capacité à se dissimuler sous terre ont servi de modèle à plusieurs représentations fictives des serpents magiques et des œuvres de fantaisie. On le retrouve dans certains documentaires sur la biodiversité, naturellement celle présente en Asie du Sud-Est, où son effet chatoyant intrigue autant qu'il émerveille. Concernant les jeux vidéo, dans l'univers des jeux vidéo, on retrouve plusieurs créatures inspirées de serpents aux écailles scintillantes. Si Xenopeltis unicolore n'a pas de représentant direct, son apparence a probablement influencé la création de certains monstres reptiliens dans les RPG ou les créatures brillantes que l'on retrouve dans les sagas comme Pokémon, Monster Hunter ou Final Fantasy. En ce qui concerne les figurines, peu de modèles spécifiques existent à ce jour. Je n'y attarderai donc pas plus. Je parlerai plutôt de lui dans la terrariophilie, car c'est un serpent assez facile de maintien, très peu mis en avant d'ailleurs, qui ne coûte pas très cher, environ 99 € à la ferme tropicale. Alors attention, ce n'est pas parce qu'il ne coûte pas cher qu'il faut pour autant en faire son acquisition irréfléchie. Comme je l'ai dit, c'est un animal fouisseur et nocturne, ce qui signifie que vous l'observerez très peu, moins qu'un serpent des blés par exemple. Si vous voulez le manipuler, il risque d'enclencher un mécanisme de défense consistant à produire une forte odeur désagréable, donc vous avez très vite compris pourquoi vous n'allez pas beaucoup le manipuler. Néanmoins, ça reste un magnifique serpent à observer, que j'ai d'ailleurs croisé en Thaïlande lors de l'un de mes précédents voyages. Vous l'aurez compris, cette espèce n'est pas faite pour les débutants, bien qu'il n'y ait rien de compliqué dans son maintien, mais quand on commence, on souhaite pouvoir avoir certaines interactions, ce qui ne marche pas très bien avec cette espèce, vous l'aurez compris. En revanche, si vous êtes couche-tard et aimez l'observation, il se peut que cette espèce vous convienne beaucoup plus. Conclusion de ce trésor caché de la forêt d'Asie, le serpent arc-en-ciel est un véritable joyau méconnu du règne animal. Avec ses écailles iridescentes, il offre un spectacle unique en jouant avec la lumière pour refléter des reflets aux couleurs de l'arc-en-ciel, un phénomène rare chez les serpents. Ayant un mode de vie semi-fouisseur, lui permet de se dissimuler efficacement sous la litière forestière, dans le sol et sous des roches, ce qui contribue à sa discrétion et à la rareté de l'observation de cette espèce. Solitaire et nocturne, il évite autant que possible la lumière du jour et ne sort principalement que la nuit pour chasser de petits vertébrés et invertébrés aussi, jouant ainsi un rôle clé dans la régulation des populations des proies de son environnement. Si Xenopeltis unicolore est totalement inoffensif pour l'homme, il est pourtant souvent victime de la mise à mort inutile, principalement par peur et méconnaissance. La plus grande menace pesant sur cette espèce reste la destruction de son habitat naturel, la déforestation massive pour l'agriculture, l'urbanisation et l'exploitation forestière réduit progressivement la forêt tropicale et les zones humides dans lesquelles il évolue. Cela entraîne une fragmentation de son territoire, une exposition accrue aux prédateurs et une diminution des ressources alimentaires. Malgré ces défis, l'espèce reste relativement abondante et adaptable, elle n'est pas considérée comme en danger immédiat de l'extinction. Néanmoins, la préservation des forêts tropicales et la sensibilisation du public sur l'importance des serpents dans les écosystèmes sont essentielles pour assurer sa survie sur le long terme ainsi que d'un tas d'autres espèces. Le serpent arc-en-ciel, par son apparence envoûtante et son mode de vie discret, est une preuve vivante de la richesse et de la diversité des écosystèmes tropicaux. Chaque espèce, même méconnue et peu étudiée, a un rôle à jouer dans ce grand équilibre qu'est la nature. Sa beauté naturelle, son adaptation de vie souterraine, son rôle écologique et les menaces auxquelles il fait face nous rappellent l'importance de protéger la biodiversité et de ne pas juger un animal uniquement sur son apparence.
Loin d'être un prédateur redoutable ou une menace, il est en réalité une créature fascinante qui mérite respect et admiration. Dans un monde où de nombreuses espèces disparaissent avant même d'être pleinement comprises, le Xenopeltis unicolore incarne la fragilité et la magie du vivant. C'est à nous humains de faire en sorte que ce petit serpent puisse briller sous la lumière tropicale encore pour de nombreuses générations. Et voilà, maintenant cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir ce serpent que j'ai eu l'occasion de croiser, comme vous avez vu mon extrait. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si vous avez même des questions. Et n'hésitez pas aussi à partager autour de vous la vidéo si vous connaissez des gens à qui ça peut intéresser. Et surtout, si elle vous a plu, likez la vidéo, c'est le plus important. Quoique peut-être le plus important en fait, c'est de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!